Cancer du sein vers une guérison complète, tel est le thème de notre nouvelle émission Santé Plus de cette semaine. Avec nous, Bernard. Bonjour Bernard. Christine. Bonjour, docteur. Et surtout le professeur, le professeur Masti Zagachian. Vous êtes oncologue spécialisé dans le cancer du sein et ceci à l'hôpital américain à Paris. Le cancer du sein, on le sait, c'est très courant, c'est même la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Quelles sont les personnes les plus touchées? Sont-elles plus jeunes, plus âgées? Et voilà, si vous pouvez nous dresser un petit tableau du cancer du sein. Bien sûr. Alors le cancer du sein touche essentiellement les femmes, même s'il peut exceptionnellement toucher les hommes. Et il touche les femmes, c'est vraiment une maladie du vieillissement dans la plupart des cas, et en particulier dans les pays industrialisés, les pays occidentaux. Mais on se rend compte que en fait, le cancer du sein peut toucher des femmes plus jeunes. On a des femmes, nous, qu'on rencontre dès l'âge de 20 ans qui peuvent avoir des cancers du sein. Il devient beaucoup plus fréquent après l'âge de 40 ans. Et si on prend le cas de la France, le pic d'incidence est à 65 ans et peut bien sûr aller jusqu'à 80, 85 ans, 100 ans. Alors quand on dit cancer du sein, en fait, il y a toute une série de cancers du sein. Ils sont tous différents. C'est tout à fait juste. En vrai, on dit le cancer du sein, mais ce sont les cancers du sein. Les cancers du sein sont très différents les uns des autres. Aujourd'hui, on sait les caractériser. On sait même sur le plan moléculaire, génétique, on sait qu'il y a des biologies très très différentes. Les cancers du sein peuvent se comporter de façon très différente. On a des cancers du sein qui se développent lentement, qui surviennent chez des femmes âgées, et à l'inverse, des cancers du sein très agressifs qui peuvent survenir chez des femmes jeunes. Et vraiment, ce sont des maladies tout à fait différentes. Et aussi, ça dépend peut-être de la génétique, certains cancers sont des cancers génétiques. Absolument. On sait qu'il y a 5% de cancers du sein qui sont vraiment liés à des mutations génétiques qu'on retrouve même dans des familles qui se transmettent ces mutations, qui d'ailleurs donnent des cancers du sein, des cancers de l'ovaire, des cancers de prostate, des cancers du pancréas. Donc là, il y a une mutation et ça donne le cancer du sein. Après, dans la plupart des cas, dans les 95 autres % des cancers du sein, c'est une interaction entre un terrain génétique et puis des facteurs environnementaux. Notre mode de vie, notre alimentation, nos imprégnations hormonales, c'est tout ça qui, sur le terrain génétique éventuellement prédisposant, peut aboutir à un cancer du sein. Alors quand vous dites qu'il y a plusieurs cancers du sein, donnez-nous un ordre de grandeur. Ah, oui, alors... Sur le plan moléculaire, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a une dizaine de sous-types de cancers du sein différents. Dans la pratique, on rencontre 3 principaux types de cancers du sein. Les cancers du sein hormonosensibles, qui sont les plus fréquents, c'est 75% des cancers du sein, qui sont d'ailleurs les cancers aujourd'hui qu'on guérit le mieux, qu'on détecte le plus précocement. Après, on a un autre sous-type un peu particulier, qui sont les cancers du sein qu'on dit HER2. Ils ont une particularité moléculaire, qui est la protéine HER2. Ça, c'est 10-15% des cancers du sein. C'était des cancers, il y a 10-15 ans, très agressifs, qu'on ne savait pas bien traiter. Et depuis une dizaine d'années, on a des médicaments extrêmement efficaces qui permettent vraiment de guérir de ces cancers-là. Et puis, il y a le sous-type le plus agressif, le sous-type aujourd'hui qui est un vrai fléau pour nous, pour nos patientes surtout. Ce sont les cancers triple négatifs. Ces cancers-là sont les cancers les plus agressifs, qu'on détecte le plus tardivement et qui malheureusement en plus surviennent chez les femmes les plus jeunes. Et pour ces cancers-là, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'espoir. Il y a eu quelques nouveautés, mais voilà, ça reste un peu encore le point noir dans ces cancers du sein. On parle de différents types de cancers, avec différents types de traitements, comme vous venez de le dire. Mais est-ce que, selon les régions du monde, et notamment en Afrique, parce qu'en Afrique subsaharienne, où nous sommes particulièrement regardés, y a-t-il des différences ? Alors oui, il faut savoir que la répartition de ces types de cancers et même l'âge de survenue des cancers est très variable en fonction des pays, des continents, avec des facteurs d'une part génétiques et des facteurs liés à nos modes de vie et à l'environnement. Et ça, on le sait parce que, par exemple, quand on regarde les populations afro-américaines, donc les femmes d'origine africaine ethniquement, mais qui vivent aux États-Unis,
même dans ces cas-là, elles ont des cancers du sein différents des patientes caucasiennes américaines. Et donc ça a été beaucoup étudié d'ailleurs par les Américains. Et avec toutes les données maintenant de centaines de milliers de femmes suivies, et puis les données épidémiologiques, par exemple, on se rend compte que les femmes d'origine africaine ont des cancers du sein qui surviennent plus jeunes, ont des cancers du sein des triples négatifs, le fameux sous-type un peu agressif, on en retrouve un peu plus souvent. On retrouve un peu plus de ces mutations génétiques, les mutations BRCA chez ces femmes africaines. Donc oui, il y a des spécificités du coup qu'on sait cibler et qui permettent d'ajuster le dépistage, le suivi et les traitements. Alors quand vous dites cancer du sein agressif, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Pratiquement, ça veut dire que quand le cancer apparaît dans le sein, il va pousser plus vite. Donc en fait, il est diagnostiqué. Quand il est diagnostiqué, en général, il est plus gros que le cancer du sein qu'on dépiste en mammographie, vous voyez. Il peut plus souvent avoir envahi les ganglions, plus souvent s'être propagé ailleurs dans le corps. Et puis en même temps, il va aller plus vite, il va aller plus loin, il va essayer d'envahir un peu plus rapidement l'organisme. Et en même temps, il va être un peu plus résistant aux différents traitements qu'on fait, comme les chimiothérapies ou la radiothérapie. Et l'ablation ? Et l'ablation n'est pas toujours la solution, mais peut être nécessaire, l'ablation du sein, si justement le cancer a envahi le sein. Je vous propose de partir un petit peu en Afrique et en Afrique du Nord avec Mohamed Rida Bouaf. Il est manager oncologie du cluster Afrique du Nord chez Pierre Fabre. Et il va nous parler de la prise en charge du cancer du sein en Afrique et notamment dans les pays du Maghreb. Le challenge qu'on a en Afrique du Nord surtout, et même en Afrique subsaharienne, c'est de rendre accessibles des thérapies de plus en plus innovantes, avec des diagnostics aussi qui sont de plus en plus innovants et qui ciblent des gènes, qui ciblent des biomarqueurs, des nouveaux biomarqueurs, etc. Donc tout le challenge, il est là. Et nous, en tant que Pierre Fabre, en tant que laboratoire pharmaceutique présent en Afrique du Nord, on essaie d'aider, on essaie d'apporter notre soutien à tous les intervenants, que ce soit les patientes, les soignants, les autorités de santé, pour rendre accessibles ces innovations qui sauvent en fin de compte des vies. C'est vrai que la raison d'être de Pierre Fabre et de toute industrie pharmaceutique, c'est d'apporter des solutions, que ce soit établies ou innovantes, pour aider le quotidien des patients, pour essayer de sauver des vies. Donc le fait d'apporter et de rendre accessibles nos innovations pour les populations, là on est en train d'améliorer la prise en charge du cancer du sein. Mais pas que. On s'intéresse de plus en plus à tout le parcours du soin de la patiente atteinte d'un cancer du sein, de la prévention, dépistage, diagnostic et jusqu'au suivi post-traitement. Et là, je vous parlerai d'un exemple de ce qu'on a fait en Tunisie, ce qu'a fait la filiale Pierre Fabre en Tunisie tout récemment, avec une campagne de sensibilisation et de dépistage via une caravane de dépistage avec un partenariat avec des oncologues, des gynécologues, des spécialistes de tout part, même des radiologues, pour essayer de dépister d'une façon le plus précocement possible cette pathologie. Et on est allé vers des zones où l'accès aux techniques et aux outils de diagnostic il est un peu amoindri par rapport aux zones citadines. Sinon, on a même mené une action au niveau, pour les patientes atteintes d'un cancer du sein, au niveau d'un service de carcino et de radiothérapie dans un grand centre de carcino à Tunis. On a formé la totalité du personnel soignant et des patientes qui étaient en hôpital du jour, presque 120 patientes, sur la prise en charge des effets indésirables post-radio et chimiothérapie. Professeur Zakatchian, le dépistage du cancer du sein entre 50 et 74 ans est gratuit en France. Donc on voit, ce n'est pas le cas partout, je pense. Avec une mammographie, pourquoi certaines femmes passent-elles encore entre les mailles du filet, défilées, malgré ce dépistage gratuit ? Alors, en fait, il y a deux raisons.
il y a d'abord des cancers qui se développent avant 50 ans et après 74 ans. Et donc, ces femmes-là, elles ne sont pas concernées par le dépistage. On le voit surtout dans la tranche 40 à 50 ans, où il y a 20% des cancers du sein surviennent dans cette tranche d'âge. Et ces femmes, voilà, ne sont pas invitées dans le cadre du dépistage. Et on est en train d'aller vers justement des dépistages un peu plus personnalisés, plus individualisés, pour mieux cibler les populations et les tranches d'âge. Après, dans la tranche 50-74, vous avez raison, on se demande pourquoi on a une mammographie gratuite, on est convoqué, tout est organisé, pourquoi est-ce que les femmes ne participent pas? Malheureusement, elles ont peur. Elles pensent que la mammographie fait mal, elles pensent que la mammographie c'est dangereux, elles pensent qu'elles ne sont pas concernées. On a beau dire c'est une femme sur 8, on est toutes concernées. Voilà, cette maladie fait tellement peur voilà, qu'on a même peur d'aller faire la mammographie et de se faire dépister. Et on sait malheureusement qu'on n'est qu'à 50% de taux de participation à ce dépistage, qui pourtant sauve des vies, hein, c'est démontré maintenant. On a augmenté de 20% la survie par cancer du sein rien qu'avec le dépistage. Parce que, on peut le préciser, plus le cancer est dépisté tôt, mieux il est soigné. Voilà, ça c'est vraiment totalement démontré. Un cancer, plus il est petit, moins il a de risque d'être parti ailleurs dans le corps, et moins il a de risque de tuer cette femme. Et puis en plus, les traitements sont beaucoup plus légers quand le cancer est plus petit. On opère, on fait peut-être un peu de radiothérapie, mais il n'y a pas besoin de chimiothérapie, de traitements lourds. Et donc les femmes, non seulement guérissent mieux et plus vite, mais avec moins de toxicité aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de nouveaux médicaments dans la lutte contre certains types de cancers. Où en est-on si vous voulez, dans la lutte globale contre le cancer, le taux de survie augmente, le nombre de décès, diminue. Absolument. Où est-ce qu'on en est? Ça, c'est constant, cette diminution Oui, ça a été très, très suivi, très regardé à la fois en Europe et puis sur les grandes bases de données américaines. On se rend compte que, alors même que le taux de cancer du sein, l'incidence de cancer du sein augmente depuis 20 ans, on a de plus en plus de femmes qui ont des cancers du sein. En parallèle, la mortalité par cancer du sein diminue, donc c'est formidable parce que on guérit de plus en plus de femmes, même s'il y a de plus en plus de cancers. Et cette mortalité, elle a diminué d'à peu près 30-40%, en partie grâce au dépistage. Pour 20% de cette diminution, c'est le dépistage, et en partie grâce à ces nouveaux traitements de chirurgie, de radiothérapie et puis de nouveaux médicaments. Et pourquoi cette incidence du cancer du sein augmente? Est-ce que c'est parce qu'il est mieux dépister qu'avant on en mourait sans savoir qu'on avait un cancer du sein? Ou est-ce que c'est l'environnement dont vous parliez tout à l'heure, le mode de vie qui a changé, etc. C'est un peu tout ça. C'est-à-dire que d'abord, on vit plus vieille, on ne meurt plus de maladies cardiovasculaires, de maladies infectieuses, donc on a malheureusement le temps de développer des cancers du sein. Et puis, malgré tout, il y a un impact majeur de l'environnement, c'est certain, mais l'environnement au sens large, c'est-à-dire c'est nos modes de vie. Et ça, quand on regarde une carte du monde, on voit que la prévalence, le nombre de cancers du sein, le pourcentage de cancer du sein est directement lié à l'industrialisation des pays. Plus un pays est industrialisé, plus il y a de cancer du sein. C'est la pollution ou c'est l'alimentation Parce que l'industrialisation, ça peut être la pollution, le McDo, ça peut être des tas de choses. C'est la pollution, donc dans ce qu'on boit, ce qu'on mange, etc. C'est l'alimentation, mais c'est aussi le mode de vie. On ne bouge plus et l'activité physique diminue l'incidence du cancer du sein, c'est démontré. On mange mal, on mange trop gras, trop sucré, et puis on prend la pilule pendant très longtemps et on commence de plus en plus jeune, et puis on a des enfants beaucoup plus tard, qu'on n'allaite plus. Donc c'est tout notre mode de vie occidental et de pays industrialisés. Dans la prise en charge, donc en France, on a la chance parce qu'on a les soins de support, c'est ce qui accompagne toute la maladie. On n'est pas seul, on a les psychologues, les nutritionnistes, tout pour ça accompagner cette prise en charge. Pourquoi c'est aussi important d'avoir cette prise en charge psychologique, des infirmières et tout ce qui entoure l'oncologie et le soin, et c'est pas seulement le soin. Absolument, vous avez raison, c'est majeur et on s'en rend compte maintenant depuis quelques années et toutes les structures font des efforts pour développer les soins de support. C'est ce qu'expliquait le collègue de Pierre Fabre, c'est vraiment le parcours, c'est-à-dire que
avoir un cancer du sein, c'est pas juste avoir une maladie ponctuellement qu'on va traiter et guérir. C'est une maladie qui va vous affecter physiquement, mais aussi psychiquement, mais aussi socialement, familialement. C'est vraiment une déflagration pour tout votre entourage et pour votre vie en général. Pas seulement pendant, mais aussi après, pendant les années qui suivent. Et donc, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas d'enlever le cancer et de faire des traitements et de guérir les femmes. Derrière, il y avait tout un travail de reconstruction physique, psychique, et aussi financier, social, économique. Et donc, les soins de support, voilà, c'est tout ça. C'est pendant les traitements, mais aussi après, faire en sorte que cette femme, on la guérisse, ou qu'on la traite en tout cas, avec le moins de dégâts possible, et surtout qu'elle retrouve une vie à peu près normale, quoi. Alors il y a une autre déflagration qui s'est produite là récemment, c'est celle de l'arrivée de l'ARN messager. Est-ce que cette technique, enfin ces nouveaux médicaments, traitements, arrivent aussi dans le traitement du cancer du sein? Alors oui, c'est vrai que cette technique moléculaire est extrêmement intéressante. En réalité, en cancérologie, ça fait plusieurs années qu'on s'y intéresse et ces mêmes équipes travaillaient aussi sur des molécules en oncologie. Maintenant, la difficulté en cancérologie par rapport à un virus, par rapport à un vaccin, c'est qu'autant le virus, c'est juste un virus et puis on fait le vaccin dessus et c'est réglé. Comme on l'a dit, le cancer, c'est multifactoriel. Il y a la partie génétique, évidemment, mais il y a la partie environnementale. Et puis le cancer, c'est assez malin. Ça va muter, ça va évoluer dans le temps. Et donc, voilà, c'est finalement un peu plus compliqué à résoudre que un vaccin, une maladie. Mais est-ce qu'il y a un espoir de ce côté-là ou pas? Oui. Ah oui. Et il y a une recherche, et d'ailleurs la recherche sur le vaccin Covid a beaucoup accéléré aussi les technologies dans d'autres maladies comme le cancer. Oui, c'est une piste qui est très, très suivie, de même que celle des médicaments, des anticorps conjugués. Il y a beaucoup d'espoir. Et c'est le titre de cette émission, c'est vers une guérison complète. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à ce qu'on guérisse complètement du cancer du sein? Ça vient, c'est en train de venir. Comme on le disait là, grâce au dépistage et tous ces cancers qu'on détecte plus tôt, cela c'est réglé, ils sont guéris. On va même aller vers des dépistages personnalisés où on va réussir à identifier les patientes plus à risque que les autres et faire de la prévention. Pourquoi pas un vaccin, mais aussi déjà de la prévention alimentaire, d'activité physique, prévention médicamenteuse. Et puis, il y a, pour les cancers plus évolués, on a vraiment ces dernières années assisté à l'arrivée de nouveaux médicaments extraordinairement efficaces. Très récemment, il y avait le grand congrès qui s'appelle le congrès de l'ASCO, qui est le congrès international de cancérologie, dans lequel ont été présentés des médicaments avec une efficacité dans le cancer du sein qu'on n'avait jamais vu. Et dans ce congrès de 30 000 personnes, à la fin des présentations, les gens se levaient pour applaudir tellement c'était un bouleversement dans nos pratiques. Donc ça arrive et ça arrive vite. Oui, mais encore faut-il pouvoir y avoir accès, parce que effectivement, qui dit nouveau traitement dit recherche longue et coûteuse et donc prix élevé, je suppose. Vous avez raison, mais en fait, l'accès, ce n'est pas qu'une question de prix, c'est vraiment aussi une question d'éducation, de savoir que ça existe, de savoir où aller, d'avoir vraiment accès aussi aux structures. C'est ce qu'on voyait dans ce reportage, ce bus qui va aller informer les femmes, qui va aller les prendre en charge. L'accès, c'est ça, et l'inégalité d'accès, elle n'est pas liée qu'au coût des médicaments, elle est vraiment aussi liée au fait que beaucoup de femmes ne sont pas informées. On parlait du dépistage, ne savent pas que c'est important, ne savent pas à quel âge commencer. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'accès et ces inégalités, c'est certain. Alors pour les femmes qui n'ont pas eu accès à la mammographie pour une raison ou pour une autre, ou pour les très jeunes femmes, quels sont les premiers symptômes d'un cancer du sein? Alors, le cancer du sein, ça peut être assez frustre, c'est-à-dire qu'il peut se développer dans votre sein sans que vous vous rendiez compte de rien du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, quand on fait une mammographie et qu'on détecte le cancer, la femme elles sont... Il n'y a pas de douleur. Rien du tout. Après, c'est vraiment malheureusement un stade un peu avancé qu'on peut avoir des symptômes.
même si on peut se palper, bien sûr, et ça c'est le symptôme le plus fréquent, une masse dans le sein, une boule qu'on palpe dans son sein. Et si le cancer est superficiel, s'il est dans un endroit du sein facilement palpable, on peut même le palper alors qu'il est petit et faire du dépistage grâce à ça. Mais c'est rarement le cas. Souvent, quand on se palpe quelque chose, c'est que ça a un peu évolué. Souvent aussi, quand on se palpe quelque chose, ça peut être aussi bénin. Les adénofibromes, les kystes, tout ça, ça se palpe et ce n'est pas forcément du cancer. Après, ce qui alerte parfois un peu moins les femmes, et pourtant c'est un symptôme très typique, c'est la modification de couleur de la peau du sein. Une rougeur, une peau qui devient un peu comme une peau d'orange ou un écoulement au niveau du sein. Bref, tout ce qui va arriver à votre sein qui est inhabituel et qui est surtout asymétrique. C'est-à-dire que c'est un seul sein et pas les deux. Donc ça, il faut voilà, s'en inquiéter et aller consulter. Le mamelon aussi peut être le témoin d'un cancer du sein. Le mamelon qui se met à gratter, qui se met à s'épaissir. Donc voilà, toute modification du sein devrait amener les femmes à consulter pour, dans 90% des cas, les rassurer. Et puis dans 10% des cas, voilà, leur détecter un cancer et les soigner. Donc on a vu que le dépistage était très important, donc encore faut-il faire sa mammographie. En France, on a aussi Octobre Rose, d'ailleurs je pense que c'est un peu dans le monde entier. Oui. Et ça sert à quoi Octobre Rose? Parce qu'on a l'impression que toutes les femmes savent qu'il faut aller faire une mammographie, etc. Et pour autant, est-ce que ça change quelque chose, ces actions de sensibilisation? Je pense que c'est vraiment très important parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde connaît, qu'on en parle tout le temps, mais on n'en parle pas assez. On le voit bien, beaucoup de femmes ne se sentent pas concernées déjà. Et vraiment, c'est pour qu'on se sente toutes concernées et à tout âge, qu'on ait aussi un regard sur ce cancer un peu différent. Le cancer, ça isole. Et quand une femme a un cancer du sein, parfois, elle ne va pas consulter parce qu'elle a peur d'être marginalisée, elle a un peu honte, surtout chez des femmes âgées. Il y a vraiment une honte liée à la maladie. Et donc, le fait d'en parler, de briser le tabou, d'en faire une sorte de banalité, c'est très important pour rompre cet isolement, pour amener les femmes à juste, en parler. je vous interromps, Oui. parce que qu'est-ce que c'est qu'Octobre Rose ? Alors, Octobre Rose, c'est dans le monde une initiative pour dédier le mois d'octobre au cancer du sein, en particulier à la prévention et au dépistage, et en parler et donner beaucoup d'informations dessus, faire des émissions, faire des marches, faire des manifestations, faire des réunions pour diffuser l'information, faire ce que vous faites, mais pendant le mois d'octobre. Vous reviendrez au mois d'octobre. Avec grand plaisir. Porter un petit ruban rose également pour soutenir la cause. Absolument. Oui. Donc, comment vous prenez en charge à l'hôpital américain vos patientes? Parce que vous avez une prise en charge assez optimale, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Nous, notre philosophie, c'était vraiment ça. C'était de se dire, il ne suffit pas d'être... bon partout, comme tout le monde, faire de la bonne chirurgie, des bons traitements et avoir des bons médecins. Il faut vraiment d'abord remettre la patiente au centre de la prise en charge, s'intéresser à ce qui est important pour elle et puis s'intéresser à ce qui lui arrive tout le long du parcours. Donc on a mis en place d'abord une structure de dépistage personnalisé avec identification des risques, avec une prise en charge un peu plus poussée pour des femmes qu'on a identifiées à haut risque de cancer du sein. Et c'est notre structure qui s'appelle le Women's Risk Institute pour essayer vraiment de faire de la prévention et de la détection très précoce. Et puis après, le long du parcours, on a vraiment essayé à chaque étape de développer tous les soins de support nécessaires avec une infirmière de coordination qui accompagne la patiente pendant son parcours et puis avec une structure dédiée qui s'appelle le Wellness Lab pour permettre à ces femmes qui ont été traitées pour leur cancer du sein de se remettre sur pied, un coach qui va les aider au retour à l'emploi, des esthéticiennes, de l'acupuncture, de l'activité physique, pour vraiment prendre globalement en charge les femmes et essayer de les aider à s'en sortir le mieux possible.
Est-ce que vous conseillez, vous, pour une femme qui a eu un C'est la cancer du dernière sein, question. est-ce que vous conseillez je sais pas, de faire une cure thermale spéciale post-cancer du sein? Il y en a beaucoup des cures thermales. C'est vrai que on ne le dit pas assez, mais nos traitements affectent aussi la peau, peuvent dessécher la peau, en particulier les traitements anti-hormonaux. Il y a les cicatrices, il y a la fatigue, un peu de fonte La peau noire, musculaire. parfois, la peau noire. Oui, la peau qui après noircit à cause des traitements. Et toutes ces cures sont maintenant très spécialisées. Il y a vraiment des structures qui ont vraiment développé des soins dédiés au post-cancer du sein, des soins de peau, des soins de massage, de kiné, de rééducation, avec en même temps des séances d'information et d'éducation thérapeutique. Et voilà, tout ça est très bien organisé. Et oui, nous, on adresse très souvent nos patientes dans ces cures. Oui. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, professeur Sagachan, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Christine. Et merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. À bientôt. Merci.